quand on tentera de te fendre en deux, et qu'entre les blessures coulera l'or précieux que les explorateurs colons veulent recueillir, tu te souviendras que tu n'es pas arrivé seul sur cette terre. Tu es le cadeau de tes ancêtres. Ils reviennent à travers nous. Ils nous habitent. Ils sont là, tout près, dans les rides de ton sourire, dans les creux de ton âme, dans tes cheveux qui poussent comme le baobab et viennent embrasser le ciel. Ton être est la trace d'un passage, la marque d'une histoire, un fil infini, un feu d'artifice en devenir, une aube qui renaît. Quand ton âme sera jonchée de cratères, dans l'immensité d'une vie où le sens manque à l'appel, rappelle-toi, tu n'es jamais arrivé seul. Tu n'es pas seul, parce que nous ne sommes jamais seuls. Tu es l'aboutissement de souffles, de tempêtes, de tornades, de soupirs, d'explosions, de sanglots. À travers ton ventre, la vie. À travers tes cris, la vie. À travers tes yeux, la vie. À travers tes rires, la vie. Je suis Kiémis et bienvenue dans Rends la joie, l'émission qui va chercher la joie avec les dents. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Chita. Tu es DJ, beatmakeuse, tu es organisatrice d'événements comme la Cannes à Paris ou la très célèbre Trap Africa, que j'adore personnellement. Tu as aussi lancé un site culturel, Black Square, où tu nous permets de découvrir des artistes de la diaspora afro du continent. Voilà. Je suis ravie de te recevoir. Merci de l'invitation. Depuis le temps que je veux que tu sois avec nous. Comme je le disais souvent, la joie, en fait, c'est un sentiment qui est plutôt fluctuant. Surtout en ce moment, entre les scandales, les politiques corrompues, le temps, l'inflation. Voilà, là, il faut vraiment aller chercher la joie avec les dents. Hein. C'est même plus avec les dents, c'est avec les ongles. Là. Et du coup, comme la joie, c'est pas forcément évident, je voulais partager avec les personnes qui nous regardent ma petite astuce. Et mon astuce, c'est en général le fait de danser. C'est le fait de danser en groupe, danser en fête, danser en soirée, danser en famille. Et qu'est-ce qui est essentiel dans ces moments ? C'est effectivement le DJ. Qu'est-ce que la danse collective sans un bon DJ ? Quand on a parlé de cette émission, quand on a réfléchi ensemble à cette émission, tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille. Tu m'as dit que tu imaginais tes événements comme des fêtes familiales. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour introduire ton travail ? Oui. En gros, en ce qui me concerne, au niveau de l'ambiance que j'essaie d'emmener, de la dynamique que j'essaie d'emmener, j'essaie de détendre les gens au maximum. Quand je dis détendre les gens, c'est que je pars des expériences que moi j'ai eues lorsque j'ai commencé à sortir sur Paris. C'était très codifié. C'était très dress code comme ceci, prix d'entrée comme cela, etc. Et moi, je partais du principe que si je dois faire des événements, il faudrait que ce soit des événements accessibles au plus grand nombre. Et quand je dis accessible, c'est pas forcément d'un point de vue financier, mais c'est même d'un point de vue des codes. En gros, je voulais organiser des soirées qui ressemblent aux événements auxquels j'aurais voulu aller quand moi, je suis arrivée en France. Et j'insiste sur la notion de fête de famille parce que pour moi, la famille, c'est censé être des gens avec qui on ne fait pas semblant. C'est censé être des gens avec qui on est authentique, quand tout se passe bien, bien évidemment. Et pour moi, en club, trop souvent, on porte un masque. Et surtout à Paris. Surtout à Paris. Bon, c'est un peu une émission parisienne. Voilà. Ouais. Ce qui fait que moi, j'ai toujours voulu avoir cette idée de proposer aux gens de se retrouver. Ils ne se connaissent pas, mais c'est comme s'ils faisaient tous partie de la même famille parce que la musique qui est proposée, c'est une musique avec laquelle ils ont grandi. C'est une musique qu'ils écoutaient dans le cadre familial. Et c'est comment leur donner la fierté et la joie de redécouvrir ces morceaux-là, mais dans le cadre de soirées dans des bars ou dans des clubs. Et sans qu'il n'y ait un sentiment de jugement, en fait. Vraiment, laissez vos masques à la maison.
pour le coup, ou bien laissez vos masques dehors et venez, soyez vous-même, quoi. Et je pense que c'est important pour les personnes qui nous regardent, peut-être qui connaissent pas encore ton travail et qui veulent peut-être aller à Intrap Africa, de resituer ça. Tu arrives à Paris quand, à quel moment tu commences Intrap Africa, quel moment tu commences Black Square, enfin tu Tout vois. ça, ok. Oui, bien sûr. Moi, je suis née, j'ai grandi au Cameroun. J'arrive en France en 2010, à Lille, dans le Schnorr. Ensuite, je me retrouve à Paris en 2012. Je commence un peu à naviguer dans les soirées, à regarder un petit peu ce qui se fait à gauche, à droite. C'était surtout des soirées hip-hop et je ne me reconnaissais pas dans ce qui était proposé, malgré le fait que j'ai grandi avec un amour inconditionnel pour le hip-hop. Mais au niveau des codes et des attitudes des gens, je ne me reconnaissais pas. 2015... Je te fais juste une petite pause. Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu te reconnais pas, du coup? C'est bien de... Je trouvais que c'était très m'as-tu vu. Je trouvais que c'était très m'as-tu vu. Pour moi, le hip-hop, c'est ensemble, en fait. C'est vrai qu'on aime bien... On aime bien regarder les rappeurs américains, on aime bien comment c'est habillé, comment ça flex, etc. Mais pour moi, ça reste un truc où on est censé pouvoir connecter simplement avec les gens. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas réussi à trouver, notamment dans les soirées, en fait. Ce qui fait que, au milieu de tout ça, je commence à plus me questionner sur mon africanité, ma négritude, etc. Et en 2015, je décide de créer un média qui s'appelle Black Square, que tu as cité au début, avec pour ambition de, moi, m'inspirer de ce qui se fait en termes de créativité dans les diasporas africaines ou le diaspora afro en global. Et lorsque je crée Black Square en 2015, j'ai tout de suite envie de créer des soirées après, mais je ne sais pas du tout mixer. Ce qui fait que je tâtonne un peu à gauche, à droite. En 2016, j'ai un début d'événement qui commence à voir le jour, mais il n'y a personne, parce que c'était un match de... Je crois que c'était la Coupe du Monde, je ne sais plus quelle compétition c'était. Ouais, ou l'Euro, peut-être. Ou l'Euro. Ouais, en tout cas, c'était un jour de match, il n'y avait personne. Et je m'étais acheté des petites platines en me disant, bon, j'ai pas d'argent pour payer un DJ, mais au pire, je vais aller au culot. J'ai pas pu aller au culot parce que vraiment, il y avait personne. Quand tu dis il y avait personne, c'est que... Ah non, il y avait personne. Oula. Il y avait personne. Enfin, c'est vraiment les débuts, tu apprends, tu sais pas que ça demande une communication de malade. Donc, et à cette période-là, je côtoyais aussi des gens avec qui, bon, ça se passait plus trop bien. Donc, ça s'est un petit peu gâté. Et j'avais tellement d'énergie négative en moi à ce moment-là que j'ai tout mis dans le DJing, dont je m'entraînais à la maison. Et un jour, j'ai des potes qui m'appellent, elles font un festival, elles me disent on fait un festival de films et on a besoin d'un DJ pour mixer, avant les projections, donc pour faire venir les gens un peu plus tôt. Et moi, avec Black Square, on a une web radio. Donc on m'a dit, oui, tu as une web radio, donc tu dois connaître des DJ. J'ai dit, oui, bien sûr, je connais, il n'y a pas de souci. Mais je connaissais personne. Donc je suis arrivée moi-même avec mon petit sac à dos et mon petit contrôleur. Ah, c'est toi qui vas mixer? Ouais, c'est moi. Bon, c'est comme ça que j'ai commencé. Et le festival, il durait sur... un mois, tous les dimanches pendant un mois. Mais finalement, je devais mixer un seul dimanche et j'ai mixé tous les dimanches. Et c'est à l'issue de ces 4 dimanches-là qu'on a commencé à m'appeler DJ. On a commencé à me dire... C'est pour ce que tu proposes qu'on est venu. Je me suis dit, bon, OK, on va voir comment ça pousse. Et fast forward à 2018-2019, où je me dis, bon, là, j'aimerais vraiment avoir mes soirées, en fait. J'aimerais vraiment... je vois ce que j'apporte, je vois ce que je fais ressentir aux gens. J'identifie un peu d'autres DJ qui évoluent dans la même sphère que moi, qui pourraient coller à cet ADN-là. Ouais. Et je commence à contacter des bars. Il n'y en a qu'un seul qui m'a répondu. Et c'est là qu'on a commencé. Mais ce que je trouve super, c'est que, tu vois, en tant qu'artiste, c'est important de dire que, en fait, parfois, tu commences et tu te foires. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, artistes ou pas, peut-être des personnes qui nous regardent vont se reconnaître là-dedans. On a peur d'essayer quelque chose parce qu'on se dit, non, mais si je me plante... Qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Donc, comment toi, tu vois, après, par exemple, ta première soirée où il n'y a personne, c'est l'Euro, tout le monde est en train de regarder la demi-finale de je sais pas quoi. En plus, c'est l'été, il fait jour tard. Voilà. Donc, et comment tu vois, qu'est-ce que toi, tu peux donner peut-être comme conseil ou comme avis sur justement le fait d'essayer et de te planter et de continuer à essayer? Je pense que c'est intéressant. J'aimerais bien t'entendre là-dessus, en fait. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Pour moi, c'est juste de se dire que personne n'est arrivé en sachant exactement comment il fallait faire.
On oublie parce souvent que ça. parce que c'est souvent ça le problème, c'est que les gens aiment souvent présenter le produit fini, mais n'aiment pas présenter le process. Bien sûr. Et moi, je pars du principe que je ne suis pas je ne suis pas meilleure ou moins bonne qu'un autre ou qu'une autre. Je ne peux pas savoir si je n'essaye pas. Et je te dis ça, même encore l'année dernière, j'ai fait un événement qui a floppé. Hein. Ah ouais? On continue de faire des événements qui floppent. Qui marchent pas, du coup? On continue de faire, on essaye des formats, on essaye des trucs. Et juste l'essentiel, c'est d'apprendre, de se dire, OK, j'aurais pas dû faire ça ici, avec ce cadre-là, dans ce contexte-là. Donc, si je dois le refaire, ce sera plutôt comme ça et comme ça et comme ça. Et c'est vrai que ce que tu dis, je l'ai vu même d'ailleurs, quelqu'un en parlait sur TikTok, c'est que les gens ont peur d'être vus en train d'essayer. C'est clair, c'est clair. Même moi, tu vois, t'as envie d'arriver et ça y est, c'est déjà carré. C'est carré, ouais, c'est clair. Non, c'est jamais comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que on parle d'apprentissage. C'est vrai. Si on arrive en sachant déjà, ce serait tout de suite moins intéressant. Et même, je pense qu'on n'apprécierait pas autant de se voir progresser. Mais tu vois, il y a la mythologie. Enfin, je pense qu'il y a aussi beaucoup la mythologie du génie. Tu sais, t'arrives, tu vois, genre Mozart qui a 3 ans, il te fait une symphonie. Enfin, pas une symphonie, mais tu vois, tu vois. Donc il y a cette mythologie autour de l'artiste, en fait, qui n'a justement pas besoin d'essayer, qui a pas besoin de transpirer, que je pense que beaucoup d'entre nous ont, tu vois, même si elle est fausse ou même ça arrive à une fois tous les siècles, enfin tu vois. Et donc du coup, je pense que c'est ça aussi qui retient beaucoup les gens quand tu dis les gens ont peur d'être vus en train d'essayer. Je pense qu'il y a aussi beaucoup ce truc, tu vois, genre et je trouve ça tellement bien et honnête que tu dises bah en fait genre, je me suis encore Ah non, je continue de me planter. On continue de se planter. On ne peut pas. Enfin, à partir du moment où on veut emmener de nouveaux concepts. Par exemple, moi, je sais que les soirées, entre guillemets, je maîtrise mon sujet. Je veux ramener d'autres concepts autour de discussion, de projection, plus dans la journée, etc. Et je sais que ça va me demander d'aller faire des efforts que je n'avais pas à faire jusqu'ici. Donc, je pars du principe que si ça ne marche pas, je n'ai absolument aucune honte par rapport à ça, parce que pour tout le monde, c'est un test. Et je ne me survends pas. Non, c'est sûr. Donc, mais c'est dur de ne pas intérioriser l'échec quand même. Mais c'est clair. C'est clair. D'autres en ont besoin et moi j'en ai besoin aussi. Mais c'est clair. Et c'est pour ça que pour moi le plus important, c'est qu'une fois qu'on sait ce qu'il fallait faire pour que ça marche, on continue. Parce que je vais même te donner un exemple. Vraiment un exemple très précis. Vas-y. À une époque, j'organisais des battles de beatmaking. OK. C'est-à-dire que... je rentre dans des groupes Facebook. À l'époque, les groupes Facebook, c'était vraiment le Saint Graal. Je passe mon annonce, je trouve des beatmakers, je passe un deal avec un lieu qui me dit, OK, en fonction des consommations que les gens vont prendre, tu as 10% ou 20%. OK. J'ai fait le premier battle. J'ai 10 candidats, 3 membres du jury. Vraiment la qualité, hein. Je gagne 100 €. J'ai fait, ces efforts-là pour 100 €. Pour certains, non mais tu vois, peut-être ça n'a pas de sens. Moi j'ai ri, mais tu vois, peut-être ça n'a peut-être pas de sens en fait de dire pourquoi les 100 €. Tu vois? Ouais. Je me dis, OK, pas grave, faisons le deuxième. J'ai fait le deuxième, tac, tac, tac. Un autre lieu, une péniche. Jury de qualité toujours, on continue. 200 €, je m'assois, je dis, attends. Bon. Est-ce que ce modèle-là, il est vraiment viable? Et au moment où je m'apprêtais à vraiment arrêter, j'ai mon pote Phil, on est en train de marcher, hein. Il me dit, au bout de 3 mois après, il me dit, tu fais plus les battles? Je l'ai regardé. Il dit, tu sais quoi, c'est pas pour rien que tu me poses la question. Là, j'ai trouvé un lieu que j'ai loué, j'ai fait mon modèle, j'ai mis un prix d'entrée, tac, tac, tac. Je crois que je me suis fait 500 €. Je me suis dit, bon, OK. Là, j'ai un peu vu comment ça peut fonctionner. Et au bout de ce 3e battle, je suis contactée par la Villette qui me dit, on veut que tu organises un battle pour nous, ton budget sera le nôtre. Oh là là, mais quelle belle histoire. Non, franchement, c'est là que je me dis, bon. C'est enthousiasmant parce que tu te dis, faut continuer même si ça. Même si, ça marche pas du premier coup, quoi. Tu sais, là, je vais faire la camerounaise. Hein. Tu sais, il y a une expression chez nous qui dit, allez, je vais essayer d'adapter ça. Parce que je voudrais pas fâcher des gens. On dit, tu ne connais pas le caillou qui va faire tomber la mangue, en fait. C'est vrai. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois, le manguier, la saison des mangues, ça a poussé. Tu veux la mangue, mais tu sais pas comment monter là pour l'obtenir. Donc tu vas lancer. Il y a forcément un caillou
qui va le toucher et qui va le faire tomber. Mais tu vois, c'est aussi une question, à mon avis, et ça, vraiment, on l'applique sur la question de tu vois, on l'applique sur la question de notre travail artistique, tu vois, ou culturel, enfin, et je pense que ça peut s'appliquer à tellement de choses. Oui. Parce que tu vois, quand t'enchaînes les défaites, je pense, tu vois, ou les échecs, tu vois, je pense à titre individuel, mais même à titre collectif, tu vois, en tant que personne de la communauté afro, ou même de personnes de gauche. Désolé, mais on a quand même, il faut le dire, on a quand même enchaîné des défaites, quoi, tu vois, ces dernières années. Donc, du coup, c'est vrai que c'est difficile de garder espoir parce qu'il y a un truc il y a quand même un truc de, bon, je vais quand même continuer à balancer le caillou, tu vois. Tu vois, donc il y a quand même. C'est où est-ce que je trouve la force? Est-ce que mon épaule va pas finir par me faire mal? C'est ça, en fait, tu vois. Puis à un moment, ton épaule, elle te fait mal aussi, quoi. Donc, comment on fait pour aussi se dire, allez, on continue? Moi, je pense que c'est dans les moments où on se retrouve. C'est dans les moments où on se retrouve et où on se dit... Enfin, ça peut paraître trash ce que je m'apprête à dire, hein, mais moi, je pars du principe que mes ancêtres ont vécu pire que ce que je suis en train de vivre là. Donc moi... Grave. Je me considère comme... À mon niveau, hein, je me considère quand même un peu comme une privilégiée à certains endroits. Et je me dis, bon, j'ai déjà la place mentale dans ma tête de faire de l'art. J'ai la place mentale dans ma tête d'être DJ, de vouloir organiser des événements. J'ai la place de me dire, je vais contacter des lieux, etc. Et je sais que c'est vraiment quand je suis arrivée ici en France que j'ai commencé à avoir énormément d'empathie pour les Afro-Français, en fait, qui sont nés ici. Parce que je sais que moi, j'arrive avec un truc où, dans tous les cas, il n'y avait rien qui était prévu pour moi. Donc, je vais essayer de prendre ce que je peux prendre. Et je rencontre des gens à qui, par contre, on a toujours répété que c'était pas pour eux, qu'ils ne pouvaient pas, etc. Donc moi, à la limite, ce que je peux faire, c'est, OK, vu que j'en ai en stock, je vous donne un peu. Et que je vous donne un peu, ça se passe dans les soirées, ça se passe dans les événements, ça se passe dans les rencontres. Parce que en vrai de vrai, comme j'aime dire, on est tous dans la plantation. Hein. On est tous dans la plantation. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Donc voilà, quoi. C'est pas facile. Mais justement, ça me permet d'enchaîner un petit peu. Tu commences déjà aussi à y répondre à cette question sur... Bah, tu vois, là, en ce moment, on est vraiment aussi dans un moment de crispation. Enfin, on est au-delà de la crispation, là. Tu vois, on est vraiment dans un moment où l'extrême droite est en train de monter. Enfin, tu vois, il y a la loi... on vient de passer la loi... moi, j'ai envie de dire, je l'appelle la loi contre l'immigration. Enfin, tu vois, il y a d'autres mouvements comme ça. On le sent, tu vois, l'extrême droite qui est très présente dans les rues, que ce soit physiquement ou même, voilà, même mentalement, idéologiquement. Pourquoi, pour toi, c'est important de faire, tu vois, exister la communauté, notamment afro, à Paris à travers tes événements. Et aussi à travers la musique, quoi, tu vois. Parce que là, on est quand même dans un moment tendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que il y a un enjeu. Je pense qu'il y a un enjeu de survie. Hein. Il y a un enjeu de survie, même pour moi, en fait. J'ai besoin de me retrouver avec des gens qui vivent les mêmes expériences que moi. J'ai besoin de me retrouver avec des gens qui me ressemblent. Et la vérité, c'est qu'on n'est pas la seule communauté à faire ça. Donc, c'est juste qu'on est les seuls qui sont pointés du doigt. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et moi, je vois comment ça me... Parce que pendant longtemps, je me disais, je permets aux gens de sortir de leurs problèmes, etc. Mais moi, je vois la dopamine que ça me donne. Je le vois. C'est-à-dire que je finis de mixer, je finis une soirée, je vois les visages des gens qui viennent me voir en me disant, franchement, merci. Je te jure. Franchement, merci. Et moi, je dis merci à vous. Merci d'être venu. Merci de participer à ça. Merci de m'aider à créer ça. Merci de m'aider à contribuer à amplifier ça. Et c'est vrai que pour revenir au climat actuel, c'est que sans ça, vraiment, on déprime, on reste à la maison, on fait rien. C'est clair. Et pour moi, c'est pas. Et pour moi, c'est pas l'enjeu, c'est pas le but. C'est pas le but parce que on est des descendants de résistants. On va continuer à résister. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus?
Du coup, Tita, tu nous as ramené un objet. Je t'ai demandé de ramener un objet qui était spécial, qui te tient à cœur. Est-ce que déjà tu peux on va lui donner une petite place quand même sur le canapé. L'objet en question. Alors, c'est quoi? Il s'agit des toutes premières platines avec lesquelles j'ai eu à mixer. Ok. Ce petit objet m'a valu des moqueries. Énormément de moqueries. Ok. Parce qu'on se disait, mais la petite nénette, là, la petite DJette, elle débarque avec son jouet et elle dit qu'elle va mettre la musique. Ouais. Et je me souviens d'une question qui revenait à chaque fois quand je commençais, quand je m'installais pour mixer. Et les DJ vont reconnaître, c'est « Tu te branches comment? En RCA ?» Je disais « Non, il n'y a pas de RCA sur ça. » Les DJ vont comprendre de quoi je parle. Et en gros, la particularité de cet objet, c'est qu'il n'a pas de carte son. Et du fait qu'il n'ait pas de carte son, je ne peux pas préécouter la musique avant de la jouer. Ouais. Donc le branchement se fait directement... J'entends que ça rigole bien. Le branchement se fait directement en jack sur mon ordinateur. Non, mais parce qu'il faut expliquer pour les gens qui ont jamais mixé. D'accord. Donc, j'explique. Imagine, voilà. En gros, pour ce système, c'est que tu as un contrôleur, tu as un ordinateur. Ouais. Le contrôleur, tu le branches en USB à l'ordinateur. D'accord. Normalement, les contrôleurs modernes, tu as des entrées RCA là, qui sont censées être là derrière, que tu raccordes directement au système son de la salle. D'accord. Sauf que moi, j'avais pas ça. Mais ça veut dire... Attends. RCA, c'est des câbles, tu vois les petits câbles rouges, jaunes, mais ça te blanc. permet de faire quoi, en fait? D'envoyer le son. D'accord. Donc, t'entends, en fait, le son qui va dans la salle. Voilà, c'est normalement. ça. D'accord. Ça envoie le son. Ok. Et en gros, sauf que moi, le son est envoyé depuis mon ordinateur. Et c'est déconseillé. Il faut jamais faire ça. Mais on a fait comme on pouvait. Ça s'appelle le bricolage. Voilà. Donc, moi, j'arrivais et je me branchais directement avec le bout jack comme les écouteurs au système son de la salle. Donc, t'avais des ingénieurs qui me regardaient comme ça en mode, t'es sûr? On entend les ingénieurs qui rient. Et moi, j'allais au bluff de « Ah, mais j'ai jamais eu de problème, hein. » Ça a toujours fonctionné. Donc, ça m'a servi pendant 3 ans. Et je mixais sans casque. C'est-à-dire que je devais connaître mes morceaux par cœur avant d'aller jouer. Oh là là, mais... Waouh. Mais parce qu'il faut vraiment les connaître bien pour expliquer, pour que les transitions soient... C'est ça. Voilà, soient souples. Enfin, et même être sûr que le morceau que tu mets, c'est le bon morceau. Ah, parce que ça se trouve... Tu peux te tromper. Oh mon Dieu. Tu peux te tromper. C'est-à-dire que tu regardes... Enfin, je pense que ça a même développé chez moi une forme d'hypervigilance. Tu regardes que c'est le bon morceau, c'est la bonne durée, parce que parfois, tu vas télécharger 3 versions d'un morceau. Une version fait 30 secondes. Toi, tu te lances, tu fais pas gaffe. C'est clair. Au bout de 30 secondes, tout le monde se retourne, te regarde, tu fais « Ah ». Parce qu'en plus, du coup, toi, en plus, t'as le retour immédiat. Parce que moi, par exemple, quand j'écris un livre, bah voilà, c'est ça, tu vois, toi, t'as le retour instantané. Si ça foire... C'est sans pitié. En plus, moi, je suis la première à dire « Oh, DJ !» On vous connaît. On vous connaît. Non, on prend cher. Même quand il y a des limiteurs, parce que j'explique, les limiteurs, c'est des trucs dans la salle où, quand il y a trop de bruit, ça fait réduire le son de la musique. Parfois, il y a des limiteurs, c'est pas notre faute. Le son se baisse, tout le monde va te voir. Tu peux mettre la musique un peu plus fort? Non, c'est pas moi. Donc oui, avec les DJ, enfin, c'est ça. Parce que souvent, on m'a posé la question de quelle est la différence entre le DJing et le beatmaking. Le DJing, c'est que c'est instantané, hein, c'est live. Là, tu es responsable du mood des gens. Donc, en plus, t'as le retour immédiat en fait, de ton public. C'est nul, c'est nul. On te regarde direct. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout, bon, avec la musique, on fait pas semblant. Hein. Avec la musique, on fait pas semblant, c'est ce que tu m'avais dit. La musique, on fait pas semblant. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Et tu vois tout de suite que les gens aiment pas, quoi. Oui, en fait, c'est presque comme le stand-up, en fait. Ça me fait penser à un peu à ça. Rire, pareil. Et surtout que tu vas mettre un morceau, tu es vraiment... Enfin, clairement, tu deviens analyste. C'est-à-dire que tu fais même des espèces d'analyse sociologique dans ta tête. Hein. Tu dis, OK, je vois un peu la typologie de personnes qu'il y a. Je pense que c'est ce type de musique qu'ils pourraient aimer. Tu vois, c'est typiquement comme quand tu rentres dans un Uber et le Uber te met une playlist spécifique parce qu'il analyse quel type de personne tu peux être et quel type de musique tu peux aimer. C'est la même chose. C'est vraiment la même chose, quoi. Ouais, je vois. Et waouh. Ça me fait penser aussi au fait que du coup, quand t'es arrivé, t'avais quoi comme
t'avais quoi comme... Enfin, comment réagissaient les gens avec qui tu travaillais? Parce que c'est vrai que bon, t'es une femme, enfin, tu vois, il y a tout ça, en fait. Oh, ça. Voilà, t'es camerounaise. Parlons-en. Tu vois ce que je veux dire? Le nombre de fois... Parce qu'il n'y avait pas autant de femmes DJ comme aujourd'hui. Ouais. On va pas mentir. 2016, 2017, c'était pas comme aujourd'hui. Ouais. Donc, j'arrivais sur des événements, les gars sont tous sur les grosses CDJ, les grosses platines que tu trouves dans tous les clubs. Moi, j'arrive avec ça à côté. Tu dis, ouais, c'est moi qui passe juste après. On veut pas te laisser la place. Ils veulent pas te laisser mixer. Et moi, j'avais vraiment un mot d'ordre. C'était... Quand moi j'arrive pour mixer, j'avais tellement l'envie de prouver que je sais le faire. Ouais. J'avais un mot d'ordre, c'est que quand moi j'arrive, peu importe qui était là avant, peu importe qui va passer après, c'est leur problème, on va les oublier direct. Moi, dès que j'arrive, c'est... C'est la fin du jeu. C'est la fin du jeu. Ouais. C'est-à-dire que celui qui était là avant va se demander pourquoi on l'a mis avant moi. Celui qui arrive après, c'est... Ah, pourquoi elle a arrêté? C'était vraiment... Parce qu'à chaque fois, enfin, tu es en compétition avec des gars, en fait, Bien en sûr. direct. Bien sûr. Et je me Dans une souviens... industrie quand même, où, bon, comme toutes les industries, où il y a du sexisme, il y a du racisme, enfin... J'ai vécu une micro-agression comme ça, là, dans un club, une fois. Des gens qui me bookent. J'arrive, à peine je m'installe, t'as un petit gars, ça se voit, c'est un gamin. Il vient, tu finis à quelle heure? Il dit, oh, bonsoir, C'est clair. je viens d'arriver. Ouais. Tu vois, et tu vois vraiment le truc passif-agressif de... Il rôde autour de toi, comme pour marquer son territoire. Ouais, et toi, sûr. il te met mal à l'aise parce qu'il te laisse pas le temps de t'installer correctement. Dès que j'ai commencé à mixer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme des autres. Il allait s'asseoir. Il a mis sa main comme ça. Il a commencé à parler à mes potes, à leur dire « Ah, elle est vraiment forte, hein !» Il dit « Ah, nous, on parle pas beaucoup, hein. C'est le public qui va juger. C'est pas nous. » Mais des petites comme ça, oui. J'en ai un beau stock. J'en ai un beau stock d'histoires comme ça. Il y en a pas mal, ouais. Ouais, je me doute. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins parce que c'est simple, on s'est rendu compte que c'est pas un métier d'homme, en fait. Les gens se sont rendus compte que c'est pas un métier d'homme, c'est de l'art. C'est de l'art. Il n'y a pas à dire que oui, c'est les gars qui peuvent plus ou... Non, c'est juste que tu as la discipline, tu apprends, tu as ta sélection musicale, tu as ton style, c'est bon. Tout le monde peut y aller, en fait. Donc, c'est ça l'idée. Ah là là, Tita, je pourrais te parler encore genre 20 minutes, 30 minutes, 2 heures, mais on a que 25 minutes. Yes. Donc, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec toi. J'ai tellement hâte de retourner à une de tes soirées, juste pour me purifier l'âme et purifier le corps. Je suis ravie que tu aies passé ce temps aussi à nous expliquer un petit peu comment marchait le DJing. J'ai pas tout compris. Je pense pas que je pourrais mixer là tout de suite, mais... T'inquiète. Il y a des bons tutos. La commu DJ, c'est une commu qui aime le partage. Il y a de bons tutos. Et du coup, avant de partir, est-ce que tu pourrais nous suggérer des super DJ qui nous font kiffer, qui nous feraient ramener la joie, que les gens pourraient inviter? Enfin, voilà. Si je dois vous citer des DJ parisiens... Ou pas. Ou pas. Ouais. Ok, je vais citer 2 parisiens et un de l'étranger. Ok. Pour Paris, je vais vous citer les Colons. Les Colons avec un K. C'est un duo de DJ. Il y en a un qui est sénégalo-camerounais, l'autre est sénégalais. Ils sont excellents. D'accord. J'ai aussi Lola Ondikwa, la Côte d'Ivoire. Ok. Et à l'échelle internationale, pour moi, le GOAT ultime, la personne à qui je vais ressembler quand je serai grande, c'est Ketranada. Ok, Bon, on va couper ce moment. Et dernière question, du coup, la joie, elle est à qui? La joie, elle est à nous. Hein. Elle est à nous. Elle est à nous. À nous. Elle est à nous. Merci, Chita. C'est moi.